toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, merci d'être venus si nombreux ce soir et d'être venus assister à notre table ronde intitulée Fréquence océane, une immersion sonore sous-marine, écoute croisée entre science et musicalité. Cette table ronde elle a été organisée par 4 étudiants. Camille Guérin, Eva Texier, Julien Vallée et moi-même, Adrien Pétain. Et nous sommes étudiants au sein du master Expertise et Gestion de l'environnement littoral à Couzanet, qui est basé à l'Institut universitaire européen de la mer à Couzanet. Et pour présenter ce master très brièvement, eh bien, il permet aux étudiants d'avoir une vision globale des enjeux et des problématiques qui prennent place sur l'espace littoral. Et dans le cas de la deuxième année, nous devons organiser plusieurs tables rondes qui traitent de cette thématique. Et dans notre cas, nous avons choisi de nous intéresser à l'acoustique sous-marine, ses applications dans la recherche, dans la science et l'art comme vecteur de communication. Donc nous souhaitons remercier l'association Patel d'avoir organisé et financé cet événement, l'espace Vauban de nous accueillir ce soir. Et puis ce soir on va beaucoup parler d'environnement marin et d'eau salée, et si jamais vous avez très soif, eh bien sachez que le bar est ouvert juste un peu plus haut. Et il y avait un peu de bouchon tout à l'heure. En tout cas, cette soirée elle sera organisée en 3 temps. Tout d'abord, une présentation du sujet pour que tout le monde sache de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'acoustique sous-marine. Ensuite, on enchaînera avec la table ronde en elle-même et une discussion entre les intervenants. Et enfin, un temps sera consacré pour que vous puissiez poser vos questions à nos intervenants. Et sur ce, nous allons pouvoir commencer. Bonsoir. Donc, comme l'a mentionné Adrien, ce soir nous allons parler d'acoustique sous-marine. Donc l'acoustique sous-marine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une discipline qui étudie la propagation des sons dans l'océan. Et donc aujourd'hui, elle permet de détecter et localiser des objets sous-marins, de mesurer les caractéristiques du milieu marin et aussi de transmettre des signaux. Donc les moyens de communication actuels que nous connaissons, donc téléphone, radio, télévision, utilisent la propagation des ondes électromagnétiques. Le milieu marin échappe à l'utilisation de ces ondes car l'eau salée a un caractère dissipatif. Elle les atténue énormément. De ce fait, le seul vecteur exploitable, ce sont les ondes acoustiques sous-marines. Ce sont des vibrations mécaniques qui se propagent dans le milieu. Les conditions d'agitation et la nature des fonds influencent donc leur propagation. Dans l'eau, le son se déplace plus loin et 4 fois plus rapidement que dans l'air. C'est 1500 mètres par seconde dans l'eau contre 300 mètres par seconde dans l'air. L'environnement sonore sous-marin est donc très différent de l'environnement aérien et présente donc d'autres spécificités. Les technologies d'acoustique sous-marine reposent sur le principe du sonar. C'est un système qui permet de repérer, localiser et identifier un objet sous-marin par l'émission-réception d'un signal sonore, on parle alors de sonar actif, ou par la simple réception, on parle alors de sonar passif. Donc pour vous expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit, l'acoustique active est constituée d'un puissant système d'émission de signaux acoustiques. Les signaux émis se propagent dans l'océan où ils sont déformés, affaiblis et renvoyés par une cible potentielle. C'est l'analyse de l'onde réfléchie qui permet d'identifier autant l'objet que sa localisation, sa distance par rapport à l'émetteur. L'acoustique active est utilisée dans de nombreux domaines. On peut par exemple parler de la pêche ou de la recherche pétrolière. Et chaque domaine possède véritablement sa propre technologie et les fréquences d'émission sont adaptées aux besoins. On peut aussi parler par exemple de la sismique qui utilise de basses et de moyennes fréquences avec l'aide de canons à air comprimé, ou les sondeurs mono et multifaisceaux et sonars panoramiques et latéraux. L'acoustique passive, contrairement à l'acoustique active, n'est pas émettrice d'ondes sonores. Cette technique se repose sur l'utilisation d'un micro sous-marin que l'on va placer dans le milieu et qui va écouter les sons environnants. Et donc elle permet d'évaluer l'état de santé d'un écosystème en l'écoutant. Pour ceux qui y vivent, le milieu marin est un milieu très bruyant, notamment dû au grand nombre de bruiteurs et à la facilité de propagation des ondes sous-marines. Le bruit ambiant de la mer est en grande partie composé de sons d'origine abiotique. C'est la géophonie
Donc par exemple, ça va être le craquement des icebergs ou encore le bruit des vagues ou le bruit de la pluie par exemple. Donc Julien. Là, vous venez d'entendre le bruit des vagues, le bruit du craquement d'un iceberg et le bruit de la pluie. Comme autre source de bruit, on peut citer des bruits d'origine biotique, donc c'est la biophonie. Donc pareil, Julien. Les plus aguerris auront peut-être reconnu le bruit de la baleine, le bruit du poisson clown, le claquement de la pince de la crevette ou encore la communication chez le dauphin commun. Une autre source de bruit importante, ce sont les sons qui sont produits par les activités humaines, et dans ce cas-là, on va plutôt parler d'anthropophonie. Donc attention aux oreilles. Là, vous venez d'entendre le bruit d'un canon à air comprimé, le bruit d'un moteur de bateau et le bruit d'un sonar. Et donc ensemble, géophonie, biophonie et anthropophonie se combinent pour créer la signature acoustique d'un environnement. Ces signatures ou paysages sonores fournissent un ensemble d'indices acoustiques qui peuvent influencer de nombreux aspects du comportement d'un organisme marin. Et donc, pour la suite de la présentation, nous allons vous parler plus en détail de ces différentes sources de bruit anthropiques et nous parlerons ensuite des impacts potentiels qu'ils ont sur l'environnement marin. Donc, vous le savez peut-être déjà, mais depuis la révolution industrielle, les sons provoqués par les activités humaines sont devenus une véritable source de nuisances sonores, une pollution pour le milieu marin. Qu'elles soient en haute mer ou au large des côtes, ces perturbations sont autant de nuisances pouvant affecter le comportement et les fonctions vitales des organismes marins. Donc on peut déjà vous parler des transports maritimes qui sont à l'origine de nombreuses sources de bruit. Donc la plus grande partie du bruit généré par les grands bateaux est généré par la cavitation. Donc c'est un phénomène qui correspond à l'éclatement des bulles d'air autour des hélices. Car vous le savez peut-être, mais lors de leur fonctionnement, les hélices produisent des milliers de bulles d'air qui, lors de leur désintégration, vont provoquer beaucoup de bruit. Et ce bruit, il est d'autant plus amplifié lorsque les bateaux vont vite. Comme autre source de bruit, nous pouvons aussi parler des moteurs ou la turbulence des flux sur les coques, qui vont produire des sons basse fréquence qui vont se propager rapidement et loin dans l'océan. On peut aussi parler comme source de bruit des sonars submersibles à haute intensité qui sont utilisés par les militaires. Donc ils les utilisent notamment lors d'exercices navals ou pour détecter des mines, des sous-marins ou des messages codés. On peut aussi vous parler des pêcheurs qui utilisent parfois des sonars sous forme de sondeurs de pêche pour détecter et localiser les bancs de poissons, mais aussi les navires qui pratiquent le chalutage de fond qui vont générer beaucoup de dégâts et de bruit lors du raclage des sols. Dans cette continuité, on peut vous parler des opérations de dragage qui sont à l'origine de nombreux bruits et vibrations. Une partie est liée au fonctionnement même du bateau, comme on vous l'a dit, moteur, hélice et phénomènes de cavitation. Mais une autre partie du bruit est générée directement par les opérations de dragage. Donc par exemple, ça va être le système de pompage qui va générer du bruit, ou lors de l'aspiration des matériaux, le choc de la tête des lindes sur les fonds, et lors de raclage mécanique, le son de creusement ou de raclage des sols. On peut bien sûr aussi vous parler des phases de prospection minière et des campagnes sismiques sur le plancher océanique, où des canons acoustiques, donc des canons à air comprimé, sont utilisés pour explorer la nature des fonds marins grâce à la technique dite de sismique réflexion. Enfin, une autre source de bruit non négligeable, c'est lors de la construction d'énergie marine renouvelable. L'installation d'infrastructures sous-marines telles que les hydroliennes et les éoliennes offshore peuvent provoquer certains bruits,
lors du battage de pieux, lors des forages ou encore lors des dragages, par exemple. Donc vous l'aurez sans doute compris, les activités humaines sont à l'origine de nombreux bruits qui peuvent avoir un impact sur l'environnement marin et les organismes vivants qui y vivent. Donc, bien sûr, ces impacts vont dépendre de l'espèce concernée, de l'intensité du bruit et de la durée d'émission de ces bruits. Donc, on peut vous citer comme impact, par exemple, des réactions physiologiques. Ça va être un retard dans la croissance, du stress, une augmentation du rythme cardiaque. Il y a aussi le masquage acoustique qui vont rendre difficile la localisation, la communication entre congénères, voire la détection de proies et de prédateurs. Il y a aussi des changements comportementaux de type fuite, ou encore une interruption dans l'activité en cours, une modification de la trajectoire migratoire. Il y a des dommages qui sont temporaires, donc on va observer par exemple une baisse du niveau d'audition ou de la sensibilité auditive, mais il y a aussi des dommages qui sont permanents lorsque la lésion des organes provoque la sourdité, voire la mort de l'animal. Et donc je vais maintenant passer à nouveau la parole à Adrien, qui va vous parler de la nécessité d'agir et des leviers d'action qui sont mis en place du coup, pour protéger le milieu marin. Donc nous l'avons vu, l'essor croissant des usages maritimes en mer contribue à l'augmentation du bruit sous-marin, qui impacte directement la faune sous-marine. Et aujourd'hui, l'introduction anthropique de bruit dans le milieu marin est considérée comme une pollution, au même titre que d'autres types de pollution, comme celles par hydrocarbures, les pollutions plastiques ou toute pollution par composés chimiques. Et à cet effet, le Code de l'environnement français nous informe que cette pollution sonore doit être prise en compte dans les études d'impact environnemental, études qui sont obligatoires dès lors qu'un projet industriel est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou sur la santé humaine. Et ces études d'impact, elles doivent intégrer ce que l'on appelle la séquence ERC. ERC, ce sont 3 lettres. E pour éviter, car le porteur de projet doit mettre en place des mesures d'évitement afin d'éviter les dommages qui pourraient se produire d'un point de vue acoustique. Si c'est impossible, le porteur de projet doit réduire les impacts permanents ou temporaires que l'on peut éviter. Et enfin, le porteur de projet doit proposer des mesures de compensation qui vont apporter une contrepartie positive aux effets négatifs. Et néanmoins, il faut savoir que dans le cadre du bruit anthropique sous-marin, il n'existe pas à l'heure actuelle de mesures de compensation, de mesures compensatoires. Et aux mesures de compensation, à cette séquence ERC peut également s'ajouter des mesures d'accompagnement qui ne font pas l'objet d'obligations réglementaires, mais qui sont des propositions du porteur de projet. Et c'est dans ce cadre-là que les études acoustiques peuvent intervenir. Car en effet, l'acoustique sous-marine, elle est utilisée dans le domaine de l'écologie et de la biologie marine, et elle permet d'analyser et d'observer un écosystème ou une espèce cible sur une période de temps longue, sans pour autant qu'il y ait une intrusion, une interférence humaine dans le milieu. Et cette technique, elle permet notamment d'étudier les comportements des espèces, les interactions avec d'autres espèces et les impacts qu'ont le bruit sur ces espèces-là. Donc finalement, l'écoacoustique, elle permet d'évaluer, d'étudier les paysages sonores sous-marins et d'obtenir des informations sur l'état de santé des écosystèmes. Et par exemple, en 2019, une étude a été publiée et cette étude concernait l'état de santé des récifs coralliens. Et il a été démontré dans cette étude que émettre dans un récif corallien en mauvaise santé les sons d'un récif corallien en bonne santé permettait de restaurer ce récif corallien en mauvaise santé en faisant revenir dans ce récif la faune qui y vivait auparavant et qui l'avait fui. Donc c'est formidable, mais ça soulève une réelle question, une réelle interrogation. Quelle est la véritable implication du bruit dans les écosystèmes? Et c'est peut-être une question à laquelle nous essaierons de répondre tout à l'heure. Toujours est-il que nous avons parlé de l'acoustique sous-marine, ses grands principes, son fonctionnement, les différents bruits qui composent les fonds marins et les impacts de certains d'entre eux sur l'environnement. Et désormais, nous allons voir comment le domaine artistique s'intéresse à ces problématiques, car en effet, la mer est un sujet récurrent, et ce, depuis très longtemps. Au travers de nos recherches, nous avons constaté que de 1800 jusqu'à environ 1930, avec quelques exceptions près, eh bien, la mer n'est évoquée que par sa surface, les vagues, la houle, et ce, dans chaque domaine artistique. La mer inspire les artistes, elle est violente, elle est implacable, elle est hostile, parfois mortelle, et donc voici quelques représentations que nous souhaitons vous partager.
Ici, vous pouvez voir une œuvre qui s'intitule La Grande Vague de Kanagawa, du peintre japonais Hokusai, où on voit des pêcheurs qui s'apprêtent à être submergés par la Grande Vague de Kanagawa. Une mer donc qui est hostile. Ici, vous pouvez voir le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, qui peint la véritable histoire du naufrage du navire de la Méduse et la création à la hâte d'un radeau de fortune par ces survivants qui ont en majorité péri en mer. Une mer donc qui est mortelle. Dans la littérature, on peut mentionner Le loup de mer de Jack London ou encore Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, qui relate l'histoire d'un pêcheur cubain et de sa prise du jour, un marlin. Mais encore une fois, ces œuvres ne s'intéressent qu'à la surface de l'océan. Le premier à véritablement s'intéresser au fond marin, eh bien c'est Jules Verne, dans son œuvre 20 000 lieues sous les mers, où il imaginait déjà en 1871 la possibilité d'explorer les fonds marins avec des sous-marins. Et bien évidemment, c'est aussi au cinéma que l'on s'intéresse à l'élément marin et qu'on commence à filmer sous l'eau. Et notamment en 1956 avec le film Le Monde du Silence de Jacques-Yves Cousteau. Ce film a été le deuxième film à proposer des images en couleur des fonds marins à l'international. Et on peut se dire quand même que le titre du film, Le Monde du Silence, est un peu paradoxal avec tous les bruits que nous avons fait écouter tout à l'heure. Mais bien sûr, quand on parle d'acoustique, on est obligé de parler de la musique. Car la musique est un support idéal pour restituer le mouvement des vagues et de l'eau. Et comme précédemment, nous allons vous faire une petite rétrospective en partant de la surface de l'océan pour progressivement descendre dans la profondeur sous-marine. Et nous allons voir plusieurs genres musicaux, à commencer par la musique classique. De grands compositeurs ont été inspirés par la mer, et notamment là vous avez écouté Les Hébrides de Félix Mendelssohn, une œuvre qui a été composée en 1830, c'était il n'y a pas si longtemps. Et toujours dans le registre classique, nous avons à l'instant Debussy qui évoque le vent marin dans son œuvre La mer. Vous êtes bien sur Radio Fréquence Océane, la soirée continue, mais cette fois sur un autre registre musical. Plus tard, en variété française, Charles Trenet évoque la mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, et ses effets sur l'environnement et sur les cœurs. Puis nous avons La mer Madonnée de Georges Moustaki, Cargo Culte de Serge Gainsbourg, ou encore Tout l'océan d'Henri Salvador, vous avez tous reconnu, de The Beatles, de Bobby Darin. Je ne peux pas l'empêcher de danser sur cette chanson. Mais vous voyez bien que c'est une thématique qui n'est pas en reste non plus à l'échelle internationale. Donc on le voit et on l'entend, la mer est un thème qui inspire au fil des heures avant de devenir au XXIe siècle un vecteur de sensibilisation. Et cette période de sensibilisation, elle est bien entendu exacerbée par les enjeux actuels. Le réchauffement climatique, la montée des eaux, les pollutions maritimes, la dégradation de la biodiversité et les pertes d'habitat. Les artistes d'aujourd'hui continuent d'alimenter leurs œuvres avec la mer, mais ils ont désormais la volonté de faire passer un message de sensibilisation auprès de leurs auditeurs. Il faut par exemple mentionner le groupe Toucha, que vous avez écouté à l'instant, qui met en musique le son des profondeurs sous-marines dans son projet C'est la Côte, ou encore, que vous écoutez actuellement, Molécule, qui enregistre le son de la banquise ou de la vague de Nazaré lors d'expéditions scientifiques et qui les remixe pour les accompagner en musique. Enfin, plus localement, nous avons le projet Sonar, auquel participent des artistes locaux comme Maxime Dangle, Vincent Malassi ou François Longcourt, qui est ici présent avec nous et qui participera à la table ronde. Et ces artistes, ils travaillent en collaboration avec la Carène ou les scientifiques du laboratoire Bibest, qui étudient les paysages sonores sous-marins. D'ailleurs, François Joncourt, tout à l'heure, nous diffusera un extrait de son nouvel album Sonar Tapes. Mais avant cela, nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée, qui est la table ronde. Ça pose une problématique, à savoir, en fait, quelles sont les différentes approches pour lutter
lutter contre les émissions de bruit anthropique dans le milieu marin. Et du coup, pour ce faire, on va faire intervenir nos bienveillants intervenants. Nous invitons de ce pas à nous rejoindre sur scène. Nous allons commencer tout d'abord avec François Joncourt, artiste, musicien, sound designer de la région brestoise, aussi connu sous le nom, c'est un alias Tron. Dans d'autres projets musicaux, il a participé au projet Sonar en collaboration avec le laboratoire Bibest à l'Institut universitaire européen de Lausanne. Flore Samaran, enseignante chercheuse. Bonsoir. Alain Stavrotal, du Laroustique. Également Marie Tortoroto, ingénieure également en recherche. Elle a soutenu une thèse en acoustique sur les baleines bleues. Justine Chompret, chargée de recherche en acoustique sous-marine chez Quiet Ocean. Bonsoir Justine. Et enfin, Chloé Germain, ingénieure en instrumentation et mesure chez Quiet Ocean également. Merci à vous tous d'être là. C'est un vrai plaisir. Alors, pour commencer, on a entendu plein de matières sonores différentes pendant la table ronde, issues de la recherche ou des artistes. Du coup, on va commencer par François, parce que François, on s'intéresse beaucoup au projet Sonar qui a eu lieu à la Carène récemment, depuis 2018, un fameux projet au long cours. Tac, il est connu. Voilà. Et du coup, on se demandait comment ce projet est né, tout simplement, et qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Alors comment il est né? Il est né, comme je disais, en 2018, sous l'impulsion de Laurent Chauveau, qui se rendait compte que la parole scientifique avait de plus en plus de mal à émerger en direction du grand public. Il s'est dit pourquoi pas utiliser les captures de sons qu'on fait via ces hydrophones pour en faire de la musique. Et c'est là qu'est intervenu Gwen Potard, le directeur de la Carène, qui m'a proposé à moi et à Maxime Dangle et Vincent Malassi de travailler à partir de cette matière sonore assez inouïe. Et donc de tenter, via des compositions musicales, d'aller sensibiliser le public sur les enjeux climatiques contemporains. D'accord, mais vous n'êtes pas vous êtes ni acousticien ni scientifique, et est-ce qu'avant que le laboratoire Bibest vous contacte, vous aviez un peu conscience de tous ces bruits émis par l'homme dans le milieu marin? Oui, j'en ai une conscience on va dire, de citoyen lambda, quoi, mais sans avoir les données scientifiques qui nous ont été transmises lors des résidences de création qu'on a pu faire dans ce laboratoire du CNRS, où là, la prise de conscience a été à la fois plus grande mais aussi plus violente, parce qu'il n'y avait pas de filtre médiatique pour se les approprier, quoi. C'était une succession de claques, quoi, qu'on s'est prises dans la figure, pour rester poli, et qui nous ont donné encore plus envie de composer et d'aller vers des formes musicales qui permettent d'apporter une touche sensible à ces données, quoi. D'accord, merci. Du coup là, on vient de voir qu'en fait les sons anthropiques, ils sont vraiment de nature vraiment invasive, hein. Ils arrivent partout, ils perturbent les êtres vivants sous-marins. Que ce soit en termes de comportement ou lorsqu'ils essaient de se diriger. Du coup, on va maintenant s'adresser à Flore Samaran et Maëlle Tortoroto de l'extérieur, pour vous rappeler. Maëlle, vous étudiez les animaux marins et plus particulièrement les cétacés. Vous avez fait une thèse sur les baleines bleues. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous cherchez à travers l'écoute des sons sous-marins? Dans ma thèse,
dans votre thèse et dans vos travaux de tous les jours à l'ENSTA? Alors dans ma thèse, on cherchait à mieux comprendre les mouvements des baleines bleues dans l'océan Indien. Donc on a un réseau d'hydrophones dans l'ouest de l'océan Indien. Et puis en fait on écoute en continu, ça va faire 10 ans, même plus de 10 ans maintenant. Et donc avec ces enregistrements continus, on peut suivre les baleines qui migrent, surtout les baleines bleues. Moi je m'intéressais aux baleines bleues. Et puis après plus généralement à l'ENSTA, on ne s'intéresse pas que aux baleines bleues et pas que à l'océan Indien. On fait des choses un peu plus locales maintenant. Ici on n'a pas de baleines bleues a priori. Donc on va s'intéresser plutôt aux populations de dauphins. Puis comprendre quelles populations sont présentes, ça on va voir que ça peut être compliqué, mais quand est-ce qu'ils sont présents, et ça on va faire ça dans le parc marin d'Iroise, donc juste en face de Brest. Donc vous cherchez donc à décrire un petit peu toutes ces populations et que avez-vous d'autres avec l'acoustique donc on peut faire plein de choses. On peut soit décrire des répertoires vocaux, donc par exemple prendre une espèce et puis essayer de regarder, de définir tous les sons qu'elle produit. Donc il y a des espèces qui vont produire un seul ou deux types de sons, donc la baleine bleue typiquement c'est ça. Et puis les orques, eux, ils ont des répertoires beaucoup plus complexes. Donc ça c'est très appliqué comme recherche, pas très appliqué, très fondamental, pardon. Et une fois qu'on connaît mieux ces répertoires, après on peut faire, en plaçant un hydrophone, on connaît au préalable les sons qui sont émis par les espèces, donc quand on entend des choses, on peut se dire tiens c'est telle espèce, et puis on peut savoir quand est-ce qu'elle est présente. Une fois qu'on connaît leur saisonnalité, après ça peut aller jusqu'à justement faire des mesures d'évitement en disant à telle saison on ne va pas faire de travaux parce qu'on a une espèce là qui est présente à ce moment-là. Et puis, donc ça c'est un peu toute la chaîne de tout ce qu'on peut faire. On peut faire plein d'autres choses, mais ça donne déjà voilà ce qu'on fait. D'accord, merci. Donc l'outil en fait, de l'acoustique, ça apparaît vraiment comme un outil indispensable maintenant en biologie. Maintenant, ma question s'adresse à vous, Flore. On avait vu un petit peu les avantages de la bioacoustique, de l'acoustique lors de la présentation. Est-ce que vous pouvez nous les redire et nous donner aussi, s'il y en a, des inconvénients par rapport aux méthodes plus traditionnelles finalement? Oui, nous ce qu'on fait surtout c'est du suivi de population des cétacés, donc en utilisant un dispositif de suivi qui est le suivi par acoustique passive. Donc on émerge un micro sous l'eau et on enregistre tous les paysages sonores sous-marins et on en extrait, comme elle a dit, les signatures acoustiques des différentes espèces. Alors c'est un dispositif de suivi comme les suivis, d'autres dispositifs de suivi pour expliquer les cétacés. Le plus classique ça va être l'observation visuelle qui vont amener une information sur l'espèce. Ça peut être aussi le suivi des échouages par exemple. Tout ça, ça va amener de la connaissance sur les espèces qui sont présentes dans nos eaux ou même en outre-mer et tout ça. Alors l'avantage de l'acoustique passive, c'est que ce suivi-là, on peut le faire non-stop en fait. On peut enregistrer en continu, chose qu'on ne peut pas forcément faire avec un suivi visuel, ou alors il faut être, je sais pas, un animal qui voit très bien dans le noir, quoi. Mais voilà. Et puis dès qu'on a des problèmes de conditions météo et tout ça, souvent le suivi visuel, il va s'arrêter. Et puis il ne faut pas oublier qu'on essaye de suivre des animaux qui passent 90% de leur temps sous l'eau. Donc l'acoustique c'est quand même quelque chose qui est bien pratique pour suivre les populations de cétacés. Alors par contre le problème c'est qu'on est un peu aveugle du coup, et puis qu'on va enregistrer une donnée, un paysage sonore sous-marin, et donc il va falloir extraire de l'information dans tout ça. Donc il y a un gros travail de traitement de la donnée, et je pense que on va en parler après, pour pouvoir justement extraire ces informations. Et quand bien même on a repéré une signature acoustique, on n'est pas toujours sûr de l'animal qui a émis ce son. Par exemple, on a suivi nous des baleines, je sais pas, on connaît leur saisonnalité tout ça, mais on ne sait pas ce que c'est comme espèce. On n'a jamais vu la population. Voilà. Ça répond à ta question? Ouais. Oui, absolument. Alors maintenant, je vais me tourner vers vous, Justine et Chloé.
Vous utilisez aussi l'acoustique au sein de Quiet Ocean, le bureau d'études dans lequel vous travaillez. Est-ce que, par exemple, Justine, vous pouvez nous dire en quoi consiste l'émission de votre bureau d'études? Alors, Quiet Ocean, donc en fait, comme vous l'avez bien expliqué, il y a maintenant des réglementations donc, qui sont rentrées en vigueur, donc, notamment la DCSMM, la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Donc c'est une directive européenne qui impose en fait d'évaluer les niveaux sonores de sources qu'on introduit dans le milieu marin pour que justement ces niveaux sonores en fait ne nuisent pas au milieu marin. Donc en fait, Quiet Ocean intervient dans ce contexte. Quiet Ocean va accompagner les industriels, les programmes de recherche, les services de l'État dans en gros l'évaluation et le suivi des niveaux sonores des niveaux de bruit qui sont engendrés par les activités humaines en mer et va préconiser en fait des solutions d'atténuation des incidences sonores sur la faune marine. Donc pour ça, on réalise en fait des études d'impact acoustique. Donc ces études d'impact acoustique, elles sont réalisées à chaque étape d'un projet maritime, donc en amont du projet, donc bien avant que les travaux aient commencé, durant un projet en cours, donc pendant la période des travaux, et ensuite à la fin du projet, une fois que les travaux sont terminés. Donc dans ces cas-là, on détermine, en fait, on évalue les niveaux sonores, mais également donc, la fréquentation biologique du site. Donc on regarde quelles espèces sont présentes sur site, et en corrélant avec les niveaux de bruit, donc on peut préconiser en fait, des solutions d'atténuation. Oui, donc pour résumer, en fait, Quiet Ocean va chercher à évaluer si les projets maritimes auront ou non un impact sonore, et ensuite vous préconisez des moyens pour le réduire. Mesures d'évitement, mesures de réduction. Qu'on abordera tout à l'heure. Chloé, vous êtes ingénieure instrumentation et mesure, comme on a pu le voir lors de la présentation. Et vous vous rendez donc régulièrement en mer, j'imagine, pour mettre en place les dispositifs, les équipements. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, quelle méthode vous utilisez? Donc oui, moi je suis ingénieure instrumentation et mesure, donc ma mission principale ça va être de partir pour des campagnes en mer, pour déployer tous les instruments qu'on a à Quiet Ocean. Il faut savoir que la plupart du boulot pour une mission, c'est pas forcément la partie qu'on fait en mer, c'est tout ce qu'on fait avant de partir en mission. Par exemple, on a besoin, la plupart du temps, pour déployer des instruments, on a besoin d'avoir des autorisations. On ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe où dans le domaine maritime, donc on s'occupe de ça. On s'occupe aussi de préparer tous les instruments avant la mission et de s'organiser aussi avec les moyens de mer, de choisir quel navire on va utiliser, quels moyens on va avoir besoin à bord. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail en amont. Et il faut savoir que plus on travaille en amont, plus on s'organise, on organise bien la mission et mieux la mission se passera en théorie, bien qu'on ait toujours des petits problèmes à bord. Et ça, c'est aussi notre travail en tant qu'ingénieur que de régler toutes les petites péripéties qui peuvent arriver à chaque mission. Et ça s'applique à l'instrumentation marine en général. Par contre, si on se focalise un peu plus sur ce qu'on fait nous, donc de l'instrumentation marine dans le cadre d'acoustique passive, donc mettre des micros à l'eau, et ben, on a aussi toute une problématique qu'on doit aussi prévoir, c'est-à-dire que les systèmes qu'on met à l'eau doivent, on doit prévoir en fait leur réaction en fonction du courant ou de la houle, de manière à ce qu'ils ne fassent pas de bruit en fait, parce que nous, notre objectif c'est d'écouter ce qui se passe. Et donc si un mouillage est mal fait et qui fait du bruit, les données ne pourront pas être exploitables par l'équipe acoustique. Et donc c'est aussi beaucoup de travail aussi en amont. Bien Justine, je reviens encore vers vous. Justement, après avoir récupéré ces sons, vous êtes vous chargé de les traiter. Comment vous procédez et comment vous traitez en fait ces données? Quel est votre travail finalement? Alors c'est ça en fait, une fois que l'équipe instrumentation revient après avoir récupéré les capteurs acoustiques qui étaient déployés en mer, donc le pôle acoustique de Quiet Ocean récupère la donnée brute.
Donc d'un côté, il va y avoir l'évaluation des niveaux sonores, comme on parlait tout à l'heure, et du coup, de mon côté, donc, ça va être tout le traitement bioacoustique de cette donnée. Donc c'est vraiment d'étudier la fréquentation du site par les mammifères marins, donc via la détection de leur signature acoustique. Donc en gros, il y a tout un travail déjà de traitement automatique dans un premier temps. Donc c'est des algorithmes de détection automatique qu'on va calibrer en fonction du type de signal à rechercher, donc par exemple des sifflements de dauphins, qui vont nous permettre de savoir exactement en fait, où se trouvent les signaux dans les enregistrements. À partir de là, on analyse. Donc généralement, on a de la donnée de plusieurs mois à plusieurs années, donc ça nous permet d'établir des patterns saisonniers, savoir si les animaux sont plutôt présents en hiver ou en été, mais également de savoir s'ils sont présents plutôt en journée, durant la nuit ou au crépuscule, parce que généralement aussi le crépuscule, c'est plutôt tout ce qui touche à des épisodes de chasse, donc à la recherche de nourriture. Parce qu'en plus du coup de cette fréquentation, on détermine également le comportement en fait, de ces animaux sur site. Alors, je pense pas au point de ce que vous pouvez faire au niveau de la recherche. Nous, on a des délais à respecter en fait. À partir du moment où on a la donnée qui revient de l'équipe instrumentation, on a un certain délai en fonction du nombre de données qu'on a analysées pour pouvoir en fait rendre un rapport derrière qui rentre dans le cadre des études d'impact acoustique qu'on effectue à Poète Océan. Eh bien, c'est très clair. Peut-être que Flore ou Maëlle, vous avez des petites choses à venir compléter. Non, je pense on traite la donnée, nous, c'est à peu près pareil. Alors effectivement, on a aussi des deadlines. Non, mais c'est pas du tout... Et on va pas forcément beaucoup plus loin, en fait. Enfin, tu vois, dans le comportement, c'est ce que disait Flore, on est limité, on n'a pas d'observation visuelle, donc on sait qu'il y a certains sons qui sont émis lors de certains comportements, mais ça reste compliqué d'avoir cette information-là. Ouais, après, je pense que nous, on est un peu en amont de ce que vous faites, parce que nous, on essaie d'acquérir la connaissance sur les espèces, comme ça fait une baseline au moment où vous allez acquérir les données dans un contexte peut-être de bruit ou de pré-étude ou pendant... Donc c'est très complémentaire en fait. Allez-y. Donc là, il y a vraiment de nombreuses sources sonores là, qui sont enregistrées en fait sous l'eau. Elles sont post-traitées, amplifiées, elles sont filtrées. Elles sont bidouillées un peu dans tous les sens, un peu comme pourrait le faire un artiste de musique électronique aujourd'hui dans son home studio. Vous avez deviné à qui je vais m'adresser tout de suite. François. Toi, t'es allé sur des bateaux. Comment ça se passe quand tu vas sur le terrain, tu dois enregistrer des sons sous l'eau? Je peux encore aller beaucoup sur le terrain. J'y étais une fois quand ils ont fait en rade de Brest un prélèvement de coquilles Saint-Jacques, mais c'est à peu près tout. Et des captures de son en laboratoire. La matière dont je disposais, c'était vraiment ce qui était capturé par les hydrophones, qui avaient été posés soit en Arctique lors des missions, soit au Spitzberg, soit en rade de Brest, quoi. Donc c'est cette matière a priori très hétérogène au début qui a constitué la base des compositions. D'accord, et en fait, cette base-là, tu l'utilises comment? Tu la rentres dans un synthétiseur, tu travailles l'enveloppe, qu'est-ce que tu fais avec? Tu veux vraiment tout ça, ça va mettre 2 heures, mais grossièrement ça dépend vraiment de la sensation qui a été provoquée par ce son-là. À savoir que si on prend le cas par exemple du son des pieux de battage qui étaient utilisés pour implanter les éoliennes en rade de Saint-Brieuc, dans la baie de Saint-Brieuc, pardon. Là, ils m'ont servi comme point d'accroche rythmique pour créer un morceau. Donc c'était un son que je trouvais hyper puissant et je me suis dit je vais l'utiliser pour créer une rythmique pour mon morceau. Et au final, ce son a disparu parce que je trouvais qu'il avait plus de sens avec tout ce qui avait été créé autour. Donc voilà, il pouvait servir soit de point d'appui pour une composition, ou à l'inverse, il pouvait se retrouver au cœur de la composition, comme le son des glaciers là qu'on a pu entendre,
il y avait des sons que je trouvais absolument magnifiques et je les ai conservés au cœur de la composition. Ils ont à la fois déclenché la composition, mais ils ont aussi trouvé leur place dans cette matière sonore, quoi. D'accord. Ouais, c'est un peu les deux extrêmes. Non, bah c'est là, on a fait tout le chant acoustique, ouais, c'est ça. Là, concrètement, vous avez un peu et tous la tête sous l'eau, voilà. Vous écoutez de la matière sonore, que ce soit pour de la recherche, pour des études d'impact ou encore pour de la musique. Flore et Maëlle, du coup, on va vous diffuser 2 enregistrements, c'est cadeau. Comme ça, on va tester vos compétences et le public à nouveau va pouvoir se faire plaisir, écouter un peu de son. Alors celui-là, il est pour Maëlle. Alors Maëlle, on a entendu quoi là? C'est moi. C'était pas facile. Alors ça, c'est des sons de baleine à bosse. J'enchaîne ou... Ah oui, vas-y, Enfin, explique-moi un peu ce que c'était. Hein. Vas-y, chante. Ouais, donc c'est des sons de baleine à bosse. On a l'habitude de... Enfin, certaines personnes écoutent des chants de baleine à bosse. Donc c'est assez mélodieux, c'est très beau. On fait des CD de ça, c'est vendu chez Nature et Découverte. Enfin voilà, vraiment... Et en fait, on connaît moins ce son-là de baleine à bosse, qui est en fait ce qu'on appelle des sons sociaux. Donc les chants seraient émis uniquement par les mâles pour attirer les femelles, enfin pour la reproduction. Et puis ces sons-là, ils seraient émis par tous les individus, même les petits, donc ils auraient une autre fonction, quoi. Et moi, ce son-là, ça me parle particulièrement parce que c'est comme ça que je suis rentrée dans l'acoustique sous-marine. Avant, je faisais que de l'acoustique. Quand j'étais en école d'ingénieur, on étudiait l'acoustique dans les bâtiments, dans les avions, dans les voitures. Bon, moi, ça me passionnait pas trop. Et mon premier stage, en fait, que j'ai fait, c'était sur les sons sociaux de la baleine à bosse. Donc la première fois que j'ai entendu ça, j'étais là, ok, c'est trop bien. Enfin, voilà, ça m'a vraiment, je dirais pas bouleversée non plus, hein, j'ai pas pleuré, mais bon, c'est plutôt chouette d'arriver au travail et de se dire, bon, aujourd'hui, je vais écouter de la baleine à bosse, franchement, c'est chouette. Voilà. Et donc, j'imagine que les chants, ils vont changer en fonction des populations. Parce que... alors moi, je suis pas... Donc, j'ai fait que mon stage de 6 mois sur les sons sociaux de la baleine à bosse. Donc, je suis pas une experte en baleine à bosse. Je pense que c'est la baleine la plus étudiée sur tous leurs chants. Et effectivement, il y a des études qui montrent que donc, selon les populations, elles n'ont pas le même chant, mais que les chants se transmettraient d'année en année. De population en population. Donc après, il y a des hypothèses, peut-être que c'est des mâles qui changent de population, tout ça. Moi, je suis pas très à jour là-dedans. Donc moi, mon sujet, c'était plus les baleines bleues. Et là, c'est un peu pareil. Il y a plusieurs... donc il y a une seule espèce, c'est la baleine bleue. Et en fait, parmi cette espèce, il y a des sous-espèces qui produisent des sons différents, qui ont une génétique différente. Et il y a aussi des sous-populations acoustiques qui, là, c'est les mêmes sous-espèces, mais elles ont des chants différents. Et on peut suivre les différentes populations avec les chants, ce qu'on ne pourrait pas faire juste en les observant, parce qu'elles elles se ressemblent à 100%, quoi. Voilà, mais c'est que 2 espèces, hein, on parle que de 2 espèces, il y en a plein d'autres, il y en a où on connaît quasiment rien, il y en a qui ne font pas de chant, voilà, c'est très varié. Très bien. Une dernière petite question sur les baleines bleues. Les mères et leurs enfants, ils émettent, ils créent quelque chose de particulier pour se reconnaître? Alors, encore une fois, la baleine bleue n'est pas très étudiée. On sait que donc, les baleines bleues, c'est pareil, ce seraient les mâles qui émettraient des chants. Et tous les individus émettraient par contre ce qu'on appelle aussi des sons sociaux, qui ne ressemblent pas trop à ceux-là, mais... et par contre, chez les enfants, on ne sait pas trop, enfin les bébés, on ne sait pas à partir de quel âge ils commencent à chanter, voilà, donc c'est encore super mystérieux. Et donc c'est une très bonne question de recherche, ce serait top quoi, de faire ça, mais
c'est compliqué à trouver un bébé baleine, puis d'avoir les autorisations pour le taguer, parce qu'on fait ça aussi des fois, on met des balises sur les animaux. Pour voir, enfin comme ça on a le son émis par cet animal et par ce qui l'entoure lui, quoi. Mais, donc c'est des questions de recherche auxquelles on aimerait bien répondre, mais voilà, on n'a pas de baleine bleue sous la main en Bretagne en plus, donc voilà. Effectivement, donc on va passer au deuxième enregistrement. Oui, je sais pas. Alors c'est pas une porte ni un scooter. Qu'est-ce que c'est? Oh bah tu peux répondre. Aucune idée, je sais pas du tout l'histoire qu'on a. Ah bah c'est... Ah mais moi je pas. On a mis un son piège alors. Non mais ouais, je pense que... donc ça c'est des odontocètes, ce sont des dauphins. En fait, ouais, je pense que je te vois venir là, parce que les questions, oui. Là, ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce que Maëlle vous a montré, ce sont des sons de mysticètes. Donc, ce sont des grandes baleines à fanon. Elles n'ont pas de dents, elles ont des espèces de lames de kératine. C'est comme des énormes ongles, en fait, qu'elles auraient là, et elles filtrent, et c'est de très grosses baleines. Et elles font des vocalisations, des chants. Et là, ce qu'on a entendu, ce sont c'est un autre groupe des cétacés, c'est les odontocètes. Donc là, ce sont les cétacés à dents. Donc c'est tout ce qui va être dauphin, orque, cachalot. Et eux, ils ont des sons qui sont différents, on l'a bien remarqué, qui sont plus hauts en fréquence, donc des sons qui sont plus aigus. Et puis, c'est un mix entre je siffle un peu, et puis j'envoie aussi des clics. On entendait des petits clics, et ça c'est parce qu'ils ont deux mécanismes de production sonore, c'est assez à dents. Ils vont émettre des sifflements et puis ils vont avoir un radar en fait dans leur tête, un super sonar qu'on leur envie tous en fait, hein, parce que c'est génial, ils voient tout ce qui se passe avec ça. Et ces principes, ils font de l'acoustique active, là, comme tout à l'heure on a expliqué, ils envoient des signaux et ils reçoivent, et c'est ça qu'on entend en fait. C'était pour ça ce son, je pense. C'était tout à fait ça, c'était le sifflement d'un orque. Bravo, on a affaire à une professionnelle. Donc là, en écoutant ces deux sons qui sont quand même assez incroyables, hein, parce que là, on se rend compte qu'en fait, sous l'eau, c'est un peu comme des concerts sous-marins. Il se passe plein de choses avec ces êtres vivants. Eva, je te passe la parole. Merci Julien. Pendant la présentation, on a parlé des mesures d'évitement et de réduction. Est-ce que Justine ou Chloé, vous pouvez nous en dire plus? Parce que j'imagine que vous proposez des solutions aux industriels. Oui, bien sûr. Donc pour réduire les impacts, ce qui est assez connu, c'est le rideau de bulles en fait. Donc on va déployer autour du chantier un rideau de bulles qui va pouvoir réduire l'impact des ondes sonores, en fait, les atténuer. Et en fait, il faut savoir que ce type de solution elle a ses limites, c'est-à-dire que s'il y a par exemple beaucoup de courant, les bulles ne vont pas forcément atteindre la surface, ou elles vont être un peu plus... elles vont être moins alignées, donc le rideau de bulles va être moins efficace. Dans ce cas-là, pour réduire toujours l'impact acoustique, on peut utiliser des coffrets acoustiques qui, eux, du coup, pourraient être utilisés s'il y a un peu plus de courant, par exemple. Enfin, on va essayer aussi d'utiliser, par exemple, des effaroucheurs. D'utiliser des effaroucheurs, donc c'est des petits systèmes qui vont émettre un son et ils vont être en fait spécifiques à chaque espèce. Il va y avoir des effaroucheurs pour faire fuir les dauphins, des effaroucheurs pour faire fuir les phoques, par exemple, en Bretagne. Et donc, ça va être plutôt l'un des moyens qu'on va déployer avant le chantier pour faire s'éloigner les espèces afin qu'il y ait moins d'impact une fois qu'on a commencé à faire du bruit. Enfin, pour les chantiers sous-marins aussi, on peut appliquer ce qu'on appelle une méthode de soft start. Donc c'est démarrer en fait le chantier petit à petit, donc faire peu de bruit et augmenter le niveau sonore
au fur et à mesure, de manière en espérant en fait que les espèces en entendant ce bruit qui augmente au fur et à mesure graduellement vont s'en aller et donc ne plus être présents sur site au moment où le bruit va être plus important. Enfin, nous à Coyote Océan, on développe des systèmes d'enregistrement en temps réel, donc qui vont nous communiquer la donnée en temps réel. Donc c'est des bouées qu'on a utilisées par exemple pour le chantier d'agrandissement de Monaco. Justine a travaillé un peu dessus, donc elle peut vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Un peu pendant 3 ans. C'était un sacré projet, c'était un très beau projet. Et en fait, on a réalisé, donc ça rentre un peu dans le cadre des mesures d'évitement. C'est des suivis en fait acoustiques temps réel, donc par acoustique passive, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc c'est en fait, on a tous les jours, à chaque fois avant que les travaux commencent, donc avant l'heure prévisionnelle de démarrage des travaux, des ateliers, il y avait en fait un suivi acoustique temps réel qui était réalisé pour confirmer l'absence de mammifères marins dans un certain rayon autour de l'atelier, de façon à prévenir en fait des dommages directs aux cétacés et que les travaux puissent démarrer dans de bonnes conditions, on va dire. Donc ça, c'était un très gros projet qui a duré 3 ans et qui était très intéressant. Eh bien, en continuant sur les projets, Coyote Océan cherche aussi à innover via par exemple le développement de nouveaux outils. Ça m'amène donc à parler du prix Innovation Océan Croissance Bleue et Développement Durable que vous avez obtenu avec le développement de la plateforme Conops. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire un petit peu pour qui est destinée en fait cette plateforme? Alors la plateforme Conops, en fait, c'est un système de prévision et de surveillance du bruit sous-marin qui est disponible en ligne. Donc ça permet de réaliser une cartographie de la distribution des niveaux de bruit qui sont engendrés par les activités humaines en mer. Donc ça peut être le trafic maritime ou alors les ateliers qui sont associés à un projet maritime, donc comme le battage de pieux ou le dragage par exemple. Donc ça s'adresse aux industriels qui ont envie d'avoir de l'autonomie en fait, dans la gestion de leurs projets maritimes, qui vont pouvoir modéliser le bruit que les sources sonores qui vont émettre dans le milieu vont produire. Ça a également une portée académique, donc plutôt du côté du monde de la recherche, et ça sert également donc, à l'État dans le cadre de la DCSMM pour évaluer en fait, la qualité des eaux. Très bien, merci beaucoup. Alors, Flore et Maëlle, vous avez aussi des projets. Est-ce que, nous on a vu que vous aviez travaillé sur le projet Ketos. Est-ce que l'une d'entre vous peut développer un petit peu à ce sujet? Ouais, avec Astrolab Expédition, ouais. Donc en fait, on a travaillé avec une association de plaisanciers qui font de la science participative. Donc par exemple, une des actions qu'ils font, c'est équiper les voiliers de filets à plancton, et puis après c'est les plaisanciers qui, quand ils font des balades ou quoi, ils peuvent échantillonner, après c'est ramené en laboratoire, il y a tout un petit protocole, et puis en fait l'association Astrolab Expédition s'est dit on aimerait bien essayer de faire un peu la même chose mais avec de l'acoustique passive. Et donc on a commencé à parler d'équiper les plaisanciers de petits hydrophones qui pourraient mettre à l'eau quand ils voient des mammifères marins ou pas, pour qu'on ait des points d'écoute, par exemple dans la rade de Brest ou voire plus loin. Et puis en fait est arrivé mars 2020, donc là les plaisanciers ne pouvaient plus sortir. Et nous en fait on a proposé un petit projet de science participative où en fait on faisait visualiser des sons. Donc alors on peut visualiser des sons en faisant des spectrogrammes. C'est un peu comme visualiser une partition de musique. En fait, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est des images et la couleur, l'intensité de la couleur représente l'intensité du son en fonction du temps et de la fréquence. Donc s'il est grave ou s'il est aigu. Sans image, c'est dur d'expliquer, mais en fait, sur ces images-là, quand il y a des animaux qui vocalisent, on voit leur vocalisation. Et donc on avait proposé aux plaisanciers d'annoter des sons, donc c'était des baleines bleues, encore une fois, on est très baleines bleues à l'Insta Bretagne. Et donc c'était super sympa, ça a beaucoup plu en fait de pouvoir
justement les gens étaient contents de chez eux pouvoir écouter des mammifères marins. Et puis en fait là donc le projet continue un peu et justement on aimerait bien maintenant qu'on peut un peu ressortir en mer, monter des projets un peu plus collaboratifs avec des plaisanciers qui mettraient des hydrophones, qui feraient des points d'écoute, qu'on récupérerait. On pourrait échantillonner des endroits dans lesquels nous on ne va pas, des endroits dans lesquels c'est compliqué d'aller mettre des instruments parce que nous par exemple, je disais, on en a dans l'océan Indien depuis 10 ans, sauf qu'à chaque fois pour y aller, il faut qu'on emprunte un gros bateau océanographique, c'est des missions qui sont prévues des années à l'avance, enfin, c'est très lourd comme logistique, très cher, alors que là ça pourrait être plus facile d'aller récolter de la donnée, quoi. D'accord, donc un beau programme de sciences participatives auquel le grand public peut contribuer pour faire avancer la science finalement. Voilà, et on va relancer bientôt une campagne d'annotation, je tease un peu, mais voilà. Peut-être que s'il y en a qui sont intéressés, il faut adhérer à l'association Astrolabe Expédition ou nous en parler, enfin voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Voilà. D'accord, merci. Alors, au cours de nos échanges, avant la table ronde, on a cru comprendre que vous étiez beaucoup sur des projets en outre-mer. Et en fait, on voulait savoir si vous aviez des projets plus locaux. Donc tout à l'heure, j'ai cru entendre que vous aviez parlé du projet 7 Tiroises. Je ne sais pas, je crois, j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez du coup développer un petit peu ? Ouais, alors 7 Tiroises, c'est un projet qui va se passer en mer d'Iroise, et c'est un projet qui est dans le cadre du plan de relance du parc naturel marin d'Iroise. Donc, le parc naturel marin d'Iroise fait des suivis, un gros programme de gestion et tout ça de tout le parc. Et il avait proposé de faire un suivi par acoustique passive des cétacés qui sont présents pour compléter un peu, comme je disais tout à l'heure, une information visuelle qu'ils avaient uniquement visuelle qu'ils avaient, notamment sur la fréquentation des grands dauphins. Et puis, au parc naturel marin d'Iroise, il y a quelqu'un, Philippe Lémiot, qui reporte toujours des observations incroyables. Il voit toujours plein de trucs et tout, et un peu frustré de les voir juste comme ça à l'opportunité. Tiens, j'ai vu telle espèce. Et donc, on a eu l'idée de mettre des hydrophones à l'eau pendant une année, et comme ça, on pourra répertorier vraiment toutes les espèces qui sont présentes. Donc, on a différents points d'écoute, on en a 7. Qui vont de l'archipel de Molène jusque derrière Ouessant, à peu près, au niveau de la fosse Ouessant. Ouais. Alors, notre première ambition, c'était vraiment d'en mettre dans tout le parc naturel marin d'Iroise, mais seulement, c'est pas évident de mettre des instruments qui écoutent sous l'eau en rade de Brest. Pour des raisons de bateaux sous-marins, de gros qui passent. Donc on a pu vraiment juste instrumentaliser le nord du parc, mais en vrai, on est vraiment content parce que ça va quand même permettre d'acquérir de la donnée et des informations qui sont vraiment uniques. Et il y a eu avant ça des expériences qui ont été faites, ça fonctionnait très bien, on a pu en savoir plus sur la fréquentation des dauphins, surtout sur le grand dauphin. Et puis on a aussi une autre problématique derrière tout ça, c'est qu'on a beaucoup de captures accidentelles aussi le long des côtes françaises et puis notamment en Bretagne, des captures accidentelles de dauphins qui se sont pris dans des engins de pêche. Et tout ça parce qu'on a l'impression que les dauphins fréquentent sont plus proches des côtes et du coup ce projet va pouvoir aussi répondre à ça en identifiant vraiment la saisonnalité de certaines espèces. Donc on a eu les autorisations, c'est exactement même ce que tu racontais, on vient enfin d'avoir les autorisations, là on est dans la conception d'un mouillage silencieux, et puis on espère pouvoir mettre à l'eau les premiers instruments en mars. Et tous les 3 mois on va les récupérer, donc c'est des instruments qui sont autonomes, et après ça va être la joyeuse étape du traitement de la donnée. Voilà, et après on espère pouvoir raconter une histoire sur les espèces présentes. D'accord, merci. François, est-ce que vous avez, par exemple, comme projet, vous aussi, de mettre en place des hydrophones dans le coin ? Moi, j'en suis bien incapable. Vraiment, là, je crois que c'est un travail qui demande une préparation, c'est ce qui a été dit, qui demande des compétences que je n'ai absolument pas.
c'est pas... Donc oui, toujours collaboration avec les scientifiques. D'ailleurs, comment ça se passe avec les scientifiques comment ça se passe en amont et en aval de vos travaux? En ce qui me concerne, je les ai beaucoup questionnés sur leur pratique, mais aussi j'avais fait le choix de constituer des portraits sonores, donc je les ai beaucoup questionnés sur qui ils étaient sur le plan personnel, donc je les ai soumis à un questionnaire de Proust, ce qui m'a permis de faire émerger des personnalités sonores, en leur demandant ce qu'ils écoutaient, quels étaient leurs héros historiques, et tout un tas de questions de ce genre qui m'a permis de faire émerger une sensibilité derrière ce corps un peu froid de scientifique, quoi, qui avait tendance à me donner que des données. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de... Je suis avec quelqu'un, hein, mais voilà, ça me permettait aussi de nourrir les compositions que je voulais mettre en place, quoi. Et aussi leur donner une couleur esthétique. À titre d'exemple, le directeur du laboratoire était un fan de punk, donc j'ai tenté d'aller dans ce sens-là. Et quand une chercheuse me disait qu'elle écoutait beaucoup de musique électronique, j'allais dans ce sens-là aussi. Sans pour autant me départir de mes goûts, mais voilà, ça orientait la recherche sonore. Ah oui, d'accord. Donc, quand il y a un questionnaire de Proust, ça consiste à demander quels sont les sons préférés d'une personne. Non, c'est dans ce questionnaire-là, il y a tout un tas de questions. Hein, quelle est votre plus grande peur, quel est votre plus grand bonheur, etc. Donc, il y a une trentaine de questions. Et il y a parmi ces questions-là, la question quel est votre compositeur préféré, quel est votre écrivain préféré. Et du coup, tu as fait un morceau pour chaque scientifique? Oui. D'accord. Donc tu as fait des morceaux punk aussi Alors, de là à dire qu'il est punk, voilà, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas j'ai utilisé beaucoup de guitare pour le faire. Et étant donné qu'il est spécialiste de la coquille Saint-Jacques, je jetais des coquilles Saint-Jacques dessus pour la faire entrer en résonance. Ouais, ça c'est punk. Ouais. Mais tu jetais pas de bière sur la guitare Non, ça il y a trop de risques. D'accord. Vous avez tous chacun des sons un peu favoris, j'imagine aussi. Peut-être que vous pourriez nous en parler un peu chacun à votre tour. Oui, on va les diffuser, on fait ça. Hein, donc on va commencer par le tien. Alors c'est très aigu, les plus âgés je pense qu'ils n'entendent pas. Moi j'ai entendu. Alors Chloé, c'était quoi? C'est des sifflements de dauphin. C'est pas forcément mon son favori. Hein. J'écoute pas ça avant de dormir non plus, mais c'était plutôt pour dire que ouais, moi j'ai pas mal de missions en France, donc au large de nos côtes, et en fait je m'y attendais pas, mais il y en a énormément de dauphins au large de nos côtes, et en mission ça arrive très régulièrement qu'on ait des dauphins qu'on aperçoive des dauphins, mais parfois même comme c'est des animaux assez joueurs, ils vont venir jouer dans les vagues, avec les vagues du bateau. Donc c'est toujours assez sympa, et puis en général, peu importe l'âge des personnes à bord et leur expérience, on vient un peu tous comme des gamins à aller s'agglutiner sur le pont pour voir le dauphin qui est en train de faire mumuse avec les petites vagues qu'on produit. C'est toujours sympa. Ouais, c'est pas farouche les dauphins. Ça pas du tout. Ouais. C'est pas farouche, ça joue avec n'importe quoi. Farouche le dauphin. Donc Justine, à ton tour maintenant. Alors celui-là c'est un piège, c'était le début du Paradis Blanc de Michel Berger. En fait, bon là, je fais une petite queue de poisson. Parce que le son de Justine ne fonctionne pas, donc j'ai dû improviser. Il fonctionne mais il n'est pas assez fort, donc à la base c'était quoi le son qu'on voulait entendre? C'est des clics émis par un cachalot en fait.
C'est un enregistrement qui a été réalisé donc, en Méditerranée par Côte Océan. Et un peu comme toi, Maëlle, quand tu expliquais comment tu étais tombée dans la bioacoustique, ben, moi c'est pareil, sauf que moi c'est avec le cachalot que j'ai fait mes premiers pas dans la bioacoustique. Donc c'est pas forcément mon son favori, mais en tout cas cette espèce elle me marque plus que d'autres en fait. Et dans cet enregistrement, donc, du coup, qu'on n'a pas forcément entendu. On peut réessayer, je pense. On réessaye. Ok, c'est parti. Donc voilà, on vient d'entendre les clics d'un cachalot. Et si vous avez bien fait attention, donc en fond, on entend en fait un peu le trafic maritime. Et du coup, cet enregistrement, je le trouve plutôt sympa dans le sens où on entend dans une moindre mesure, hein, parce que dans d'autres enregistrements, c'est beaucoup plus marqué. Et ça montre un peu la cohabitation un peu forcée en fait entre les mammifères marins et les activités humaines en mer en fait. Ok, bah, ouais, merci Justine. Donc Maëlle, on va t'en faire écouter un également. Alors celui-là, vous l'avez reconnu? Bah, si vous l'avez pas reconnu. Bah oui, c'est un piège, on l'a déjà fait entendre tout à l'heure, donc le public dort, voilà. Donc c'était un piège. Donc c'est une baleine à bosse, alors j'ai fait mon stage, je sais pas. Oui, merci. En fait, c'était Michel Berger qu'on voulait faire écouter. Ouais, fais écouter Michel. C'est ça les CD de chez Nature et Découverte. Et donc là, vous pouvez imaginer que c'est le même animal qui produit ces jolis chants. Alors là, c'est beau parce qu'il y a de la réverb parce que la bathymétrie fait que voilà. Et c'est la même espèce qui produit le son là que tu as passé juste avant, qui est un peu moins mélodieux, on va dire. Mais c'est intéressant de voir que même si on a capté le chant de la baleine à bosse, on l'a identifié, on sait que c'est émis par la baleine à bosse. Le jour où on met un hydrophone à l'eau, on entend l'autre son là. Clairement, si on n'a jamais identifié que c'était une baleine à bosse qui faisait ce son-là, on ne peut pas se dire ah ça ressemble au chant, ça doit être la même espèce quoi. Ça montre un peu la diversité, même une seule espèce peut faire des sons totalement différents quoi. D'accord. Et moi je reste un peu bloqué sur Michel Berger parce que je me demande, est-ce que tu sais s'il a vraiment utilisé un son de baleine pour son enregistrement ou ouais, il me semble que c'est un son de baleine. Eric Serra, ouais, il a fait ça aussi. Ouais. Après, je suis pas sûre que ce soit Michel Berger qui soit allé l'enregistrer. Mais bah pareil, non mais il avait peut-être des copains scientifiques un peu froids qui lui ont filé un petit enregistrement. Je sais plus quoi dire du coup. Alors, du coup, on va passer au prochain auditeur, Maëlle. Encore moi? Ouais. Non, Chloé. Non, pas Chloé. Attendez, je le retrouve dans l'instant. C'était Flore. Dans l'instant. Bon, en attendant, on va écouter plutôt le son préféré de François parce qu'on était sur Michel Berger, du coup je pense que ça passe mieux en termes de transition. C'est parti. C'est mystérieux, hein. Alors François, qu'est-ce que c'est? C'est des glaciers qui sont en train de fondre et dont certaines parties se détachent. Non, il ne me semble pas que ce soit accéléré. D'accord. Voilà, c'est un son que j'ai utilisé effectivement dans une pièce parce que je trouvais
il y avait vraiment des sonorités qui me plaisaient beaucoup. Il avait tendance aussi à synthétiser le projet, quoi. C'est-à-dire qu'on essayait de faire du beau avec quelque chose qui était catastrophique, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est le paradoxe, quoi, de ce type de son, quoi, qui sont là parce qu'il y a une accélération de leur fonte et qui en même temps évoquent quelque chose de plutôt beau à nos oreilles, quoi. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne, et qui devait mener à la création de quelque chose d'esthétiquement valable, quoi. D'accord, donc la fonte des glaces avec le réchauffement climatique, ça fait un beau bruit. C'est la beauté de la catastrophe. C'est la beauté de la catastrophe. D'accord. Du coup, j'ai réussi à faire le branchement pour Flore. C'était pas gagné, donc Flore, maintenant c'est ton tour. C'est pour vous montrer aussi encore la diversité du répertoire sonore des cétacés, parce que ça c'est un chant, sauf qu'elle répète toujours la même note depuis qu'on l'enregistre. Donc je pense que je sais pas, sur cette baleine de pygmée, ça doit dater des années fin des années 80, années 90, c'est les premiers enregistrements qui ont été faits sur cette espèce-là, et en fait elle ne change pas son répertoire vocal, elle reste toujours comme ça. Et elle le répète. Et alors la petite anecdote, c'est évidemment ces baleines bleues, c'est les espèces, enfin c'est mon espèce chouchoute, sur laquelle je bosse depuis trop longtemps. J'allais dire quelques années, mais en vrai non, plus en décennies. Et puis je trouve qu'elle est dingue cette espèce parce qu'on la voit jamais, et en fait elle chante tout le temps, tout le temps. Enfin elle chante, qu'elle soit en aire de reproduction, en aire d'alimentation, la baleine bleue elle a l'air d'être assez de causer pour nous signaler quelque chose, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un signal de très basse fréquence. Là, il a accéléré 10 fois, donc en fait, c'est un signal qu'on entend nous à peine et qui dure vraiment très très longtemps. C'est une grosse baleine qui fait tranquillement des plaintes comme ça toute la journée. J'aime bien. D'accord, il en reste beaucoup des baleines non, comme en ça. plus c'est ça qui est triste, hein, mais c'est la beauté aussi du truc. C'est que jusqu'à dans les... Enfin, en fait, il y a 99,5% des baleines bleues de l'hémisphère sud qui ont été capturées pendant 2-3 décennies. Donc il restait... Ouais, enfin, surtout... Voilà, ça s'est arrêté à peu près dans les années 60, mais disons que de 1920 jusqu'à 1960, il y a eu une hécatombe totale. On capturait de la baleine bleue parce que c'était super rentable. La bestiole, elle fait 30 mètres de long, tout est fait en graisse, et c'est super voilà. Alors paradoxalement, on a arrêté de la chasser parce qu'il n'y en avait plus, et parce qu'on a découvert le plastique. Donc on s'est dit qu'on pouvait très bien faire des baleines de soutien-gorge en plastique plutôt qu'en fanon de baleine, ou des baleines de parapluie aussi. Donc c'est un peu paradoxal. Et du coup, il n'y en avait presque plus. Et il y a très peu d'études finalement sur les baleines bleues. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on a commencé à vouloir les étudier dans les années 70, il y en avait déjà quasiment plus. Et l'acoustique passive a vraiment permis d'aller explorer des zones qu'on exploitait avant la chasse et qui ont vraiment attesté une présence de baleines qui était toujours là, et puis des schémas de migration qui étaient toujours là comme avant la chasse. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est que quand on est dans une zone où il y a plein de baleines, notre hydrophone est dans une zone où toutes les baleines sont là, ça fait un gros brouhaha de baleines, alors qu'on n'a que 0,5% de la population passée. Donc ça laisse un peu rêveur de se dire ah bah tiens, si j'avais un hydrophone en 1910, qu'est-ce que j'aurais enregistré ? J'aurais enregistré que ça. Et à la limite, le bruit anthropique, mais je l'aurais même pas entendu dans ces fréquences-là. Donc c'est intéressant.
D'accord. François, est-ce que tu utilises aussi des sons autres que d'origine anthropique dans tes productions? Parce que tout à l'heure, tu parlais du peeling des ENR, hein, des éoliennes, d'où le son peeling underwater. Ouais. Mais tu as utilisé aussi des bruits de homards, de crevettes ou de baleines? Oui, langoustes, des sons de langoustes. Tu veux l'inventaire? On veut les noms scientifiques aussi. Les noms scientifiques. Non, voilà, c'est sons de glace aussi. Après, ça pouvait être aussi des sons de coquilles Saint-Jacques qui se déplacent. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Des sons d'outils de laboratoire aussi. Ce qu'ils appellent une tronçonneuse à coquille Saint-Jacques pour faire des lamelles et étudier les coquilles. Voilà, etc. Quoi. Oui, il y a beaucoup de faune sous-marine qui ont été utilisées dans ces chansons. D'accord, ouais. T'es pas un spécialiste de la coquille Saint-Jacques, mais peut-être que tu sais un petit peu du coup, ils en font quoi de la coquille là, quand ils la tronçonnent? Ils l'utilisent un petit peu comme on peut utiliser un tronc d'arbre, quoi. Ça leur sert en somme à la fois de thermomètre, mais aussi ça leur donne des indications sur la qualité de l'environnement sous-marin. C'est une forme d'archive environnementale, quoi. D'accord, merci. Du coup, tu t'es fait une petite culture aussi scientifique en produisant... J'essaye. Je dis pas de bêtises, je suis un peu stressé là. Ouais, non, mais c'est bien, François, bien. Du coup, Sonar Tapes, cet album que tu vas sortir, qui est sorti depuis le mois d'automne. Oui, en novembre, ouais. Il est sorti en novembre, après 3 ans de travail, quoi. 3 ans de travail quand même. Il y a combien de pas titres continu, mais ouais, ça a pris 3 ans. D'accord. Donc, combien de titres dessus? 12. 12 titres, oui. D'accord. On l'a beaucoup entendu sur les ondes, Peeling Underwater. Si les gens du public écoutent un peu Fréquence Mutine et Radio U, c'est pas mal passé. D'ailleurs, les albums de François sont en vente au fond de la salle pour les plus intéressés. Et faites vivre les artistes locaux. Du coup, François, on va regarder un clip de ton album pour le plaisir des yeux et le plaisir des oreilles. Merci. When I breathe, when I sleep, do I care of what's going on right here? No birds in trees, plastic fish. Did I find a way to get it off my mind? Traffic noises underwater, piling noises, can I feel it? So, do I give a damn? Please now, put a hand on my eyes, have a hand on my mouth. What we hear is the sound, the beautiful sound of a disaster. When I drink, when I eat, do I look elsewhere or do I twist the wrist? We all see the same things. Tell me why I'm not doing
sound of a disaster. Très éthique, très esthétique comme clip. Je crois qu'il a été tourné à Brest. C'est super. Si tu as des commentaires, je t'en prie. Je ne ferai pas de place. Pas spécialement, c'est un des titres effectivement de l'album et qui c'est ce titre dont je parlais qui à la base a été constitué avec ce son de pieu de battage, quoi, mais qui rentrait plus dans l'esthétique du morceau, mais qui a servi en quelque sorte d'échafaudage à ce morceau-là. D'accord. Mais pourquoi un cosmonaute? C'est ça, il faut vraiment demander au réalisateur. C'était son idée, quoi. Voilà. C'est un réalisateur brestois aussi? Oui. Pierre-Alphonse Amann qui travaille pas mal avec des artistes brestois, mais beaucoup d'artistes plutôt du hip-hop. D'accord, ok. Les artistes du hip-hop aussi commencent un peu à s'intéresser à la question de l'environnement ou du tout. Non, je sais pas. Non, c'est un hasard, quoi. C'est parce que j'avais bien aimé le travail qu'il avait fait sur certains clips de Reigns notamment, et voilà, j'ai fait appel à lui pour celui-là, et j'ai bien aimé les idées qu'il développait, quoi. Il s'est bien approprié le texte qui était dans cette thématique aussi, et il l'a fait émerger d'une manière visuelle que je trouvais vraiment intéressante, quoi. D'accord. Et c'est quoi le futur de toi en tant qu'artiste et du projet Sonar? Quelles sont les choses qui vont arriver dans les années à venir? Là déjà on aimerait bien retourner sur scène, parce que voilà, ce serait déjà une bonne chose, parce que ce disque est sorti et pour l'instant il a été assez peu défendu sur scène pour les raisons qu'on connaît. Mais il y a un spectacle qui a été monté, et je suis sur scène avec un batteur et une violoniste. Et il y a toute une création vidéo autour qui a été faite à partir de rushs qui ont été tournés lors de ces missions scientifiques dont je parlais, quoi, qui ont été menées par le laboratoire Bibest. Voilà, c'est une création de 50 minutes qui mêle musique et image pour le coup. Eh bien, je vous remercie tous les 5 pour vos réponses. Maintenant, on va passer aux questions, s'il y en a dans la salle. Alors, bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est une question peut-être plus pour Maëlle, Flore et Justine et Chloé. Alors, je ne sais pas trop qui répondra. Je vais passer de la musique à un peu plus de science et de technique, de curiosité. C'est mon côté froid. Alors, en gros, comment on mesure concrètement l'impact d'un son sur le vivant? Par exemple, tout à l'heure, pendant la présentation, au début, vous parliez de changement comportemental, de trajectoire, ou d'ouïe même qui pouvait descendre. Comment on arrive à... Est-ce que, du coup, les animaux, ils sont instrumentés aussi en même temps? Enfin, comment ça marche? Moi, je sais que j'ai entendu parler d'études où ils faisaient ça dans un aquarium, et ils regardaient la réaction des poissons, par exemple. Après, j'imagine qu'il y a d'autres. En fait, c'est vraiment tout un domaine qui est peu... Ce qui
s'est passé en fait, c'est que quand on a commencé à voir à quel point les animaux étaient sensibles avec le son, on a fait certes des expériences en aquarium pour faire des audiogrammes. Donc voir comme toi tu ferais un audiogramme, tu vois, on leur a balancé des sons à une certaine fréquence avec un certain niveau sonore et on essayait d'évaluer à quel niveau ils étaient sensibles. Et c'est des choses qui se font du coup exclusivement en captivité. Et puis sur certaines espèces, par exemple les grandes baleines, on fait par... ça doit être à peu près comme ça. Et de ça, on en a déterminé des seuils en fait. Comme toi, nous, la première cote d'alerte c'est 80 décibels. À 80 décibels, on commence à filer des bouchons d'oreilles parce qu'il faut protéger tes oreilles. Et c'est ce qu'on préconise après aux constructeurs et tout ça, de ne pas dépasser un certain niveau sonore. Après, pour vraiment voir la réaction de l'animal, c'est des études qui ont débuté, je sais pas, il y a 10-15 ans, en justement mettant des balises sur les animaux qui mesurent très finement leur comportement, donc leur plongée, leur distance, et puis leur son, les sons qu'elles émettent, et en les exposant au son. Donc ça, c'est des choses qui sont surtout faites par la Navy, en fait, c'est eux qui financent ça, mais la DGA finance aussi ça pour la partie en France. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un animal et de l'exposer à un son. Et alors là où moi je trouve ça complètement fascinant, c'est que pour essayer de comprendre si la réaction elle est bien liée à un son, et c'est pas juste comme ça, on va aussi après émettre dans le milieu marin, faire un playback d'un autre son qui fait peur aux baleines en général, c'est des sons d'orques. Et si on voit que la réponse comportementale elle est similaire, ça veut dire que l'animal a potentiellement été effrayé par ce son humain qui a été émis volontairement. Après, pour ce qui est du reste, en fait, les sons des battages de pluie, tout ça, l'expérimental, il y en a très peu, en fait. Je ne sais pas si vous voulez compléter, mais il y a tout un champ de recherche là-dessus pour vraiment savoir très finement. Par contre, c'est plus facile sur d'autres... c'est plus facile. Je pense que les avancées en recherche sont beaucoup plus... en tout cas, pour tout ce qui va être les organismes benthiques et tout ça, on va avoir plus facilement... de possibilités de faire des expériences, mais pour de la faune mobile comme des cétacés, c'est très compliqué. Ouais, c'est ce qui m'a fait me poser la question, justement. Okay. Merci beaucoup. C'est hyper poussé, du coup, en fait, ça va bien au-delà de l'hypothèse, quoi. Ça va vraiment dans la mesure in situ sur l'animal et avec le... Ouais, ok. Il faudrait, si on veut vraiment savoir les réactions, il faudrait, sauf qu'il y a très peu d'études qui sont faites sur ça, donc on part sur des retours d'expérience, des choses qui se seraient passées dans d'autres... notamment sur les EMR, je pense que vous pouvez plus en parler que moi, mais sur des choses qui sont passées en Europe du Nord, on va dire, nous peut-être on aura ce type de réaction. Après, dans le cadre des études d'impact, par exemple, ce que tu disais, il y a un consensus sur les seuils qui ont été établis, des seuils de dérangement, des seuils comme tu expliqué tout à l'heure, les dérangements, les pertes d'audition temporaires ou permanentes, etc. Et c'est en fonction en fait de ces seuils, c'est un consensus, donc on se base sur ces seuils, on établit les niveaux sonores et après c'est une corrélation en fait entre toutes ces informations biologiques et anthropiques. Et à partir de là, on essaye justement de préconiser des solutions. Il y a encore beaucoup de recherches à faire pour affiner toutes ces informations, tous ces seuils en fait. Si, ça c'est clair. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un, que d'autres personnes ont des questions aussi. Bonsoir du coup, merci déjà pour ce que vous avez présenté. Et vu que là on est quand même, c'est présenté par des étudiants qui sont en conservation de la biodiversité, moi j'avais une question pour Chloé, c'est ça? Oui. Tout à l'heure tu as dit que vous utilisiez des effaroucheurs pour faire dégager tout le monde en gros. Et est-ce que par derrière on peut s'assurer qu'il y a une recolonisation du milieu? Est-ce qu'il y a un apprentissage par les espèces en mode ok, il faut plus qu'on vienne ici? Ou est-ce qu'elles sont en mode ok, il n'y a plus de bruit, on peut revenir sur le lieu ou pas? L'utilisation de l'effaroucheur, ça va vraiment être temporaire. On va le mettre quelques minutes avant de battre un pieu par exemple, ce qui aura un niveau de décibels beaucoup plus élevé.
Et en général, si on utilise des effaroucheurs pendant un chantier, c'est que les animaux sont revenus sur site pendant qu'il n'y avait pas de battage de pieux, par exemple. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais... Ce que je me demandais, c'est peut-être qu'au-delà d'un certain seuil, justement, genre ça marche une ou deux fois, mais si pendant tout un mois, on le fait tous les jours, est-ce que au bout de 30 jours, ils se disent, ok, viens, on vient plus, en fait. Oui, ouais, il peut y avoir une accoutumance, mais après, si il lie l'effaroucheur à un battage de pieux qui va faire beaucoup plus de bruit, ils vont peut-être aussi se dire, là, c'est le moment de partir. Après, je suis pas dans la tête d'un dauphin. Ok, merci. Bonsoir. J'avais cru entendre parler que les mammifères marins, enfin les animaux marins, ils pouvaient un peu influencer l'intensité sonore qu'ils émettaient. Par exemple, quand il y a beaucoup de perturbations anthropiques, ils avaient tendance à augmenter le son de leur intensité pour se faire entendre, un peu comme nous les êtres humains. Quand il y a beaucoup de bruit et de brouhaha autour de nous, on avait tendance à augmenter le son. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été prouvé? Voilà. D'accord. Alors encore une fois, ça dépend des espèces. C'est super compliqué de mesurer le niveau source d'émission. Parce que alors les sons, ils changent de fréquence, tout ça. Enfin, normalement, tu as un protocole pour mesurer des niveaux sources. Là, c'est un peu compliqué. Il faudrait se mettre à 1 mètre de l'animal. C'est des animaux qui bougent. Donc c'est compliqué à faire. Et en plus, alors soit tu arrives à mesurer quand tu as ton battage de pieux, par exemple, s'il y a une augmentation du niveau source, ça veut dire qu'il faut que tu l'aies mesuré aussi avant, donc tu as réussi à faire tout ce protocole, voilà. Soit tu te dis, partons du principe où il y a une augmentation du bruit ambiant, et je veux savoir s'il y a aussi une augmentation du niveau source. Mais en fait, on a très peu d'informations, ce que disait Flore, sur les niveaux sources avant qu'il y ait du bruit. Donc c'est des questions qui sont très compliquées, encore une fois. Ouais, en fait, sur le niveau source, c'est compliqué de savoir si l'animal parle plus fort. Par contre, ce qu'on a observé, c'est certaines espèces peuvent répéter plusieurs fois des signaux, parce qu'on voit elles émettent avec un certain rythme, et puis ça dépend beaucoup des espèces, mais sur certaines études, ils ont montré qu'ils avaient augmenté un peu leur... genre ils répétaient plusieurs fois les mêmes choses comme pour essayer de se faire entendre. Ou aussi, mais ça a été aussi, ça fait partie d'hypothèses, et puis ça a été vu sur très peu d'espèces, elles changeraient de fréquence, carrément. Mais ça peut, voilà, elles auraient changé de fréquence pour être justement dans une bande de fréquence qui serait pas audible, qui serait pas dans la bande de fréquence du bruit qui est émis. Déjà, merci pour votre intervention. Et j'avais une question peut-être plus scientifique. Je voulais savoir, parce que vous avez parlé d'impact environnemental et aussi de suivi des populations, est-ce que tous vos déploiements, tous vos travaux vous permettent aussi d'aller jusqu'à l'échelle individuelle des animaux? C'est-à-dire travailler sur l'acoustique, mais pour l'individu? Alors nous, dans le cadre des études d'impact qu'on réalise à Collecte Océan, c'est pas le but. En fait, le but, c'est vraiment de déterminer la fréquentation d'un site par une population, donc il y en ait un ou plusieurs. Nous, le but, c'est de savoir s'il y a présence en fait, de mammifères marins sur le site étudié. Donc on ne va pas jusqu'à l'individu. Je pense que je vais plutôt passer de votre côté. Ouais, en recherche, il y en a qui font ça. Nous, on ne le fait pas. Voilà, parce que déjà suivre des populations, ça prend du temps, tout ça. Et puis après, ça dépend des questions que tu poses. C'est possible de suivre des individus. Alors, il y a plusieurs... ça dépend des espèces, encore une fois, on va vous redire ça tout le temps, mais de toute façon, c'est comme... Voilà, c'est des animaux qui sont différents. Il y a des espèces de dauphins où les individus auraient ce qu'ils appellent des vocalisations signatures, des sifflements signatures, donc qui seraient propres à chaque individu. Mais alors là, il faut connaître la population, mais super bien, c'est encore plus compliqué que de connaître les individus par photo identifiée. Ouais. Faut faire, voilà, donc c'est super compliqué. Et après, il y a possibilité aussi avec l'acoustique passive, en mettant plusieurs hydrophones, de faire un peu comme de la triangulation et de suivre des mouvements, mais
des mouvements d'un seul individu, quoi. Mais c'est assez compliqué, et puis après, la question se pose aussi donc ça coûte cher, parce qu'il faut plus d'instruments, il faut plus de traitements, et puis faut savoir si tu as une question scientifique qui est liée à ça. Là, par exemple, dans les études d'impact, si, ça pourrait être suivre un individu, voir s'il s'échappe, mais t'en as suivi qu'un, et puis quand c'est des bandes dauphins, c'est super compliqué s'ils localisent tous en même temps. Voilà, donc on ne va pas arrêter de vous dire qu'en fait, il y a plein de trucs compliqués dans l'acoustique. En vrai, on arrive quand même à faire plein de choses, hein, c'est que si on veut aller dans le détail de chaque chose, il faut vraiment s'y plonger. C'est des sujets d'études, c'est pour ça qu'il y a plein de thèses, il y a des thèses qui sont financées, il y a de la recherche, il y a plein de choses à faire. Le suivi par acoustique passive, c'est vraiment très récent en fait, ça a quelques dizaines d'années et ça a vraiment explosé avec la nouvelle technologie, la numérisation et tout ça. Avant, ils faisaient ça sur des cassettes, ils se posaient très peu de questions, puisque maintenant on peut laisser des microphones, j'ai expliqué au Spitzberg là, pendant un an. Donc moi, plus ça avance, plus j'ai de questions en fait. Voilà. Merci. Il y a moins d'argent. Et est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On va prendre une dernière question. Je me demandais, est-ce que tous les animaux marins émettent un son ou un bruit, ou certains sont silencieux? Alors, je ne connais pas toutes les espèces, donc là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de mammifères marins. A priori, oui, ils émettent tous des sons, mais en fait, des fois, tu peux. C'est pas parce qu'on l'a jamais enregistré qu'il émet pas de son, c'est peut-être juste qu'on n'a jamais été là au bon moment, au bon endroit, donc voilà. Déjà, parce que ce qu'on n'a pas dit non plus avec l'acoustique, c'est qu'on mesure des présences acoustiques, mais si les animaux peuvent vocaliser à certaines saisons, ou ils peuvent être là et pas vocaliser, et ça, tu perds l'information avec ton suivi. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand même quand on fait du suivi par acoustique passive. Et après, est-ce qu'il y a des espèces, alors marines, peut-être les poissons, là, il y a très peu de choses sur les poissons en études encore, mais puis il y a beaucoup d'espèces, ils émettent des sons, mais après il y a beaucoup d'espèces de poissons, donc peut-être que, les méduses, peut-être. Et non, mais par contre, c'est hyper intéressant parce que nous, on a, là, dans le parc marin d'Iroise, on a des phoques. Et on sait qu'ils émettent des sons hors de l'eau, mais sous l'eau, peut-être que vous avez déjà entendu des phoques, des loups marins, des phoques gris. Ouais, on a des gens qui nous ont envoyé des espèces de grognements, des trucs. Et donc, en plus, quand il y a du bruit ambiant, c'est impossible à capter. Mais bon, il y a sûrement des espèces qui n'émettent pas de son. Et du coup, nous, on les étudie pas, donc on les connaît pas. Voilà. Pirouette. Super, en espérant qu'un jour on entendra le chant du bulot. Je vous remercie tous et toutes d'être venus à cette table ronde. Merci pour votre écoute. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller consulter les sites du groupe Doucha et de son projet Célacanthe pour le son des profondeurs. C'est porté par un scientifique qui travaille pour l'IRD mais qui fait également des campagnes océanographiques. Et il y a aussi le Outlaw Ocean Project qui est un projet porté par une ONG aux États-Unis de journalisme. Et à côté, ils ont une plateforme musicale où les artistes de tous bords peuvent publier des sons qu'ils ont créés suite au visionnage d'un des reportages. Et puis enfin, le Discovery of Sound in the Sea, un site internet d'une université anglaise sur lequel vous pouvez aller écouter toute une banque de sons anthropiques, ou biophoniques ou géophoniques. Puis évidemment les sites de l'ENSTA, de Sonar, de François et j'ai pas mis l'IEM. Et Sonixi aussi, un super documentaire sur le son sous-marin, je vous encourage à voir aussi. Le ronde à venir, qui sera en visioconférence sur les îles, les nouveaux territoires viticoles, regard croisé sur les îles du Ponant, aura lieu le jeudi 10 février de 19h à 21h. Merci.